Radio Kapi, grand témoin. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Maître José Zoubi Yemweni, personne vivant avec handicap moteur à la suite de la poliomyélite. Il est avocat près la cour d'appel du Grand Bandundu, coordonnateur de l'ONGD Action pour la promotion et le développement des individus vulnérables et président national de la Dynamique nationale pour la défense et la promotion des droits des handicapés physiques et autres groupes vulnérables. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Maître José Zoubi, bonjour. Bonjour, Papa Alain. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Meilleur vœu, bonne année. Bonne année, pendant qu'on y est. Bonne année, Papa. Nous allons bien par la grâce de Dieu. On tient le coup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes personne vivant avec handicap moteur à la suite de la poliomyélite. Dites-nous comment ça s'est passé. C'était dans quelles circonstances? Merci, Papa Alain, pour l'opportunité que vous nous donnez d'abord de nous adresser à vos millions d'auditeurs. Je commencerai par dire d'abord que je vais vous rapporter ce qu'on m'avait raconté moi par mes parents. Tout à fait, vous étiez encore enfant. J'étais encore enfant. En fait, moi je suis né comme vous autres également, c'est-à-dire des valides comme ça, jusqu'à l'âge de 2 ans. Et à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas encore cette histoire de vaccination contre la polio, ça n'existait pas encore chez nous. Alors, il s'est fait qu'à l'âge de 2 ans, quand ma mère devait aller accoucher mon petit frère, c'est à ce moment-là que j'ai développé la polio. Beaucoup de fièvre, tout le corps était paralysé, semble-t-il. Et puis, voilà, donc on a essayé de m'amener à l'hôpital, puis on était à l'intérieur du côté de Lusanga, dans les Kwilu. Alors, on m'a soigné là-bas, ils ont juste récupéré peut-être une jambe. Mais il s'est fait qu'avec l'autre jambe, c'était devenu tellement paralysé qu'on ne pouvait rien faire avec. Ma mère aussi, quand elle m'avait mise au monde, après ce qu'elle me dit, elle avait à peine 16 ans. Alors, ne sachant pas très bien comment me porter, parce que tout mon corps était devenu paralysé, elle me tenait, semble-t-il, à la tête et par les jambes, et puis ça formait comme un creux à partir de là, et puis ça créait une bosse. Okay. Donc maintenant, je suis personne avec handicap, j'ai une bosse, il y a une jambe droite qui ne fonctionne pas bien. Je suis resté pendant longtemps à marcher à 4 pattes, comme on dit, parce que à 2 ans déjà, l'enfant commençait quand même à marcher. Et puis j'ai dit encore, elle commençait à ramper, comme on dit, comme les petits enfants encore. C'est un peu tard, puisqu'à l'époque aussi, il n'y avait pas vraiment des centres spécialisés pour personnes vivant avec handicap. Récupérer, non, dans notre coin, c'est arrivé très tard. On m'a amené d'abord sur les charlatans, parce que on pensait que c'était un mauvais sort. C'était un mauvais sort. On pouvait les chasser, on pouvait me guérir. Et je dois dire que je suis aîné de la famille. Mon père, quand il m'a mis au monde, il avait 22 ans. Ma mère, je vous ai dit, elle avait 16 ans. Donc, c'était un couple de jeunes gens qui s'est mariés. Et soudain, avoir un enfant comme ça qui était aîné, et de le voir devenir une personne avec handicap, c'était comme incompréhensible, inacceptable par eux. C'était difficile à digérer. Ils ont tout fait à m'amener chez les charlatans, chez les guérisseurs. Partout, on entendait parler de quelqu'un qui pouvait me venir en aide. Mon papa et mes parents donc faisaient leur mieux pour m'y amener. Bon, mais par la grâce de Dieu, il s'est fait que on a récupéré la jambe gauche. À l'âge de 7-8 ans, on a commencé à m'exercer avec les béquilles. On m'a donné les béquilles pour que je me tienne un peu debout. C'était difficile, voilà. Et là, c'était dans un centre où c'était les parents qui faisaient leur propre effort en se débrouillant? Il n'y avait même pas de centre, c'était les parents tout simplement. D'abord, on commençait par me donner encore une espèce de tricycle d'abord, comme les petits enfants quand elle apprend à marcher. Je devais m'appuyer dessus, m'accrocher pour réapprendre à marcher. Puis à 7-8 ans, ils m'ont forcé à prendre les béquilles. Bon, c'était difficile, encore inacceptable, une expérience assez difficile et douloureuse, parce que à chaque fois que tu faisais 2 pas, tu devais tomber. Je sentais comme des vertiges, un déséquilibre total. Bref, petit à petit. C'était toute une autre vie qui commençait. Qui recommençait à ce moment-là, bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà. Ça a pris une année ou une année et demie comme ça pour m'adapter.
Je me rappelle encore que quand maman ne me regardait pas, j'ai laissé tomber les béquilles et j'ai rentré à marcher à quatre pattes parce que là, je pouvais courir, je pouvais jouer avec les amis. Et dès que maman m'apercevait comme ça, elle courait pour venir m'attraper, me donner des gifles et puis je devais... Il fallait à tout prix s'habituer. Prendre les béquilles, ouais. Non, mais c'est comme ça que c'est parti. Bon, après, je me suis adapté. C'était déjà 8 ans. Il fallait alors m'inscrire à l'école. Voilà. Alors, comment ça se passe le moment de vous inscrire à l'école? Parce que vous avez tous ces efforts-là à fournir. Ce n'est pas évident. Non, c'était pas évident. Il faut dire aussi que j'ai grandi dans un quartier qui était très reculé de Kikwit, à Kilokoko. Et dans notre quartier, l'école était à peu près 3-4 kilomètres de chez nous. Il fallait alors y aller à pied. Il y avait même pas de moto, il y avait pas de vélo, pas de voiture, rien du tout. Non, c'était très difficile parce que il fallait marcher, il fallait d'abord quitter tôt pour arriver à l'école un peu à temps, parce que j'arrivais souvent en retard. Et quand il pleuvait, c'était difficile évidemment d'y aller. Presque impossible. Alors la pluie vous surprenait en cours de route, vous faisiez mouiller avec vos cartables et tout. Et puis à l'époque, cartable, c'est trop dire. On avait juste des sachets comme ça dans lesquels on mettait les cahiers. Non, c'était difficile, mais ce qui était encore très difficile à accepter, c'est que quand vous vous inscrivez, on nous a inscrits à l'école comme ça, les amis ne voulaient pas jouer avec nous. Les amis ne voulaient pas jouer avec nous parce que ils constatent que tu es différent d'eux. Hein? Quand ils font leur partie de football. Surtout pour les enfants. Pour les enfants que nous étions à l'époque. Avec qui est-ce que tu vas jouer? Tu vas dans un camp, on te dit non, toi tu peux pas venir ici parce que sinon tu vas nous faire battre. Tu vas dans l'autre camp, on te repousse aussi. Alors, c'était difficile à m'intégrer d'abord. Le plus difficile, c'était un peu les regards que les autres portaient sur vous aussi. Toutes les paroles blessantes, parfois et rabaissantes qu'on vous adresse. Mais par la grâce de Dieu, j'étais très intelligent à l'école. Alors, mais comment vous avez dû surmonter tout ça? Mais finalement, un peu avant, vous avez évoqué la question des jeux, de cette stigmatisation dont vous étiez l'objet. Ouais. Mais pour un enfant, jouer, on ne peut pas l'empêcher de jouer. Comment ça se passait pour vous? Non, mais à ce moment-là, tu fais tout pour te transformer peut-être en arbitre, quoi. Tu fais tout pour dire, moi, c'est moi l'arbitre. Pour se donner une fonction. Pour participer à les rejets. Sinon, alors, tu te tiens à l'écart. Mais surtout, puisque quand j'ai avancé un peu en âge encore, j'ai profité, alors, pendant que les autres jouaient, moi, j'ai profité de ce temps-là pour étudier. Okay. Et c'est ce qui a fait que finalement, j'étais très intelligent. Et quand il y avait interrogation, alors que les autres n'étaient pas bien préparés, moi, j'étais très bien préparé. Et j'ai réussi toujours. Et tous les amis venaient maintenant s'agglutiner autour de vous pour chercher à leur donner des explications, peut-être pour les aider en classe. Vous voyez un peu. Alors, à ces moments-là, vous vous donnez un peu de l'importance aussi, quoi. Et amis, ça vous valorise aussi. Ça vous valorise un peu. À ces moments-là, vous devenez utile. Et surtout, quand on sait que à la fin du trimestre, c'est vous qui étiez premier, hein, peut-être l'écart était très grand entre les premiers et les seconds. Et tous les parents disent alors quand tu viens dans la proclamation, mais pourquoi vous ne pouvez pas imiter cela, pourquoi vous ne pouvez pas imiter votre ami? Non, c'était ça vous valorise un peu. Mais ce qui était encore très dur parfois, c'est d'entendre que parfois il y a certains parents qui étaient mécontents, hein, par le fait que vous soyez toujours premier de la classe à chaque classe. Et pas leurs enfants. Et pas leurs enfants. Parce que je me souviens qu'un jour, on faisait la proclamation de points dans l'église où nous étions, hein, puisque l'école était à côté d'une église, il n'y avait pas une grande salle. Alors, de la proclamation des points, il fallait alors qu'on appelle tous les parents qui se mettent dans l'église là-bas. Arrivé à ma classe, je me souviens, j'étais encore en 4e primaire. Notre monsieur, puisque les enseignants passaient à tour de rôle pour faire la proclamation. Alors, à notre classe, on a appelé premier de la classe, José Zoubi. Et un papa qui était au fond de la salle a crié, mais, Idi Amin Dada, Zawa, Pia Rosula, Biso, Koko, Boagenamai. Oh là là. Amon Sabana, Biso, Passe aux Alaga, premier. Oh là là. En fait, pour traduire, il voulait simplement dire que l'ancien président ougandais Idi Amin, le dictateur, qu'il revienne, parce qu'il y a une anecdote où certaines histoires comme ça qui circulaient, qu'il aurait pris des personnes vivant avec handicap et les aurait jetées dans les fleuves ou dans la mer. Voilà. Et ce papa-là disait que ce président-là revienne pour vous prendre et puis vous débarrasser de leurs enfants, parce que
vous étiez tout le temps toujours premier. premier de la classe. Quelle méchanceté. Ouais, mais quel mal j'avais fait, je ne sais pas. Bon, mais ça a fait rire beaucoup de gens qui étaient dans la salle, mais pour moi, ça m'a rien dit, quoi, parce que vous étiez déjà habitué presque. J'étais déjà habitué parce que non, les moqueries, ça faisait partie de notre lot. Parfois, quand vous passez dans la rue, une maman qui peut dire à un enfant qui pleure, non, calme-toi, sinon, voilà, ces messieurs-là vont venir t'attraper. C'est-à-dire que les parents étaient présents déjà comme un sorcier. Comme un sorcier, comme un fantôme qui doit effrayer les enfants. Les enfants doivent se taire, les enfants doivent se tenir tranquilles quand ils vous voient venir. Et l'enfant, c'est quand il te regarde, d'abord tu marches avec des béquilles, et puis il voit la forme de ton dos. Ben voilà, que les enfants donc pensent que tu es porteur peut-être des mauvais sorts, tu es un fantôme, tu es un revenant. Et là, ça crée déjà également une barrière entre les enfants et les personnes avec handicap. Alors, vous avez parlé de tous ces efforts que les parents ont fait en allant chez les charlatans, en vous donnant les béquilles par eux-mêmes d'ailleurs, de manière un peu vraiment autodidacte. Mais à la maison, comment ça se passait avec vos autres frères et sœurs? Non, à la maison, on était bien acceptés. Très bien accepté. Je dois dire que mes parents, hélas, ils sont plus de ce monde, mais ils nous ont entourés. Moi, personnellement, ils m'ont entouré de beaucoup d'amour. J'étais l'aîné et ils savaient m'encadrer, ils savaient veiller sur moi. Surtout ma mère, elle croyait en moi. Elle disait vraiment que je devais absolument continuer les études. Mais je me souviens que c'était plutôt mon père, lui, il croyait que je devais juste m'arrêter en 6e primaire pour juste apprendre à lire et à écrire. Et il avait une machine à coudre à la maison et il croyait que j'allais donc devenir tailleur. Ouais, un vieux tailleur là au coin de la rue. Bon, c'est l'un des métiers qu'on destinait aux personnes avec handicap. On croit que ce sont les gens qui peuvent pas affronter qui ne peuvent faire que ça. Peuvent faire que ça, sinon être cordonnier. Alors, mais ma mère, elle n'avait pas beaucoup étudié, mais elle croyait en moi. Elle sentait que je pouvais aller plus, mais elle se sentait aussi limitée financièrement. Elle n'avait pas beaucoup de moyens. Mais en tout cas, on était bien aimés. Et ils m'ont forcé pour m'aider à connaître aussi la voix du Seigneur. On était toujours à l'église. Moi, je jouais bien au tam-tam, tu vois. Donc, et donc, c'est cet amour des parents qui a vraiment compensé cette stigmatisation dont vous étiez l'objet. Non, c'est vrai que les parents nous ont beaucoup aidés. Même quand vous sortez de la rue et que les gens se moquent de vous, que les gens disent toutes sortes de paroles méchantes envers vous, que vous revenez à la maison et que vous dites ça aux parents, surtout à maman, des fois ça la faisait pleurer, des fois ça l'énervait, elle allait encore gueuler, mais sinon elle t'encourageait en disant non, fais un effort, ça va aller, fais un effort, ça va aller. Et j'avais aussi des petits frères qui m'accompagnaient, surtout quand on allait à l'école. Mais j'ai eu la grâce aussi de trouver certains amis, les amis qui étaient vraiment, qui m'acceptaient tel que j'étais. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, ils ont organisé des parties de bagarres à cause de moi. Ils se sont battus pour vous. Ils se sont battus pour me défendre. Donc, quand ils n'acceptaient pas, surtout qu'un garçon ou un enfant d'un autre quartier tente de se moquer de moi. Il y en a qui s'élevaient, même de mon école, pour se battre. Et surtout dans mon quartier, j'avais 2 ou 3 amis, notamment un Raoul Mpolo. C'était leur nom. Raoul Mpolo, que j'ai salué des rangs passants. Il est à Massina maintenant. Il y avait un Riffin qui est parti. Il y avait encore quelqu'un qu'on appelait Pados. Pados. Donc, non, c'était moi déjà qui constituait comme votre arrière-garde. Oui. Et même, je me souviens qu'à un moment là, ils commençaient à m'utiliser un peu parce que ils aimaient un peu aussi se battre. Alors, quand je marchais dans la rue, je devais donc faire écarter mes béquilles. Et si quelqu'un bousculait seulement une béquille que j'ai tombée, c'était une raison pour eux de se battre. De se battre. Et là, tout le monde qu'on rencontrait dans la rue disait, mais vous battez pourquoi? Mais voilà, il a terrassé notre ami handicapé physique. Et tout le monde pouvait que condamner celui qui m'avait fait tomber. Donc, voilà un peu, c'était ça. Voilà. Quoi. Alors donc, vos études, c'est de 75 à 82. Vous obtenez votre certificat d'études primaires à l'épée Kilokoko. Voilà, à Kikwit, j'y arrive. Ouais. 83-87, diplôme d'état au collège Sadisana des Pères Jésuites à Kikwit. 98-2001, diplôme de graduat en droit privé à l'université de Kikwit avec mention distinction. 2010-2011, diplôme de licence en droit public international à l'université libre de Kinshasa ULK avec mention distinction une fois de plus. Revenons au diplôme d'état, c'est dans quelle section comme ça? Moi, j'ai fait la biochimie. Pourquoi la biochimie? La biochimie, c'est là où c'est une longue histoire. Parce que moi-même, je voulais d'abord faire la littéraire. Parce que
depuis mon enfance, j'avais toujours pensé, quand je suivais la radio, j'aimais beaucoup la radio, je me disais un jour, je pouvais devenir journaliste. Mais devenir journaliste, on disait toujours, non, pour devenir journaliste, il faut absolument faire la littéraire. Et puis, bon, mais dans notre coin là-bas, il n'y avait pas de section littéraire. Il fallait peut-être aller à Kinzambi, chez les frères Joséphites, ou soit à Lindobo, je crois, qui est par un peu éloigné. Mais dans la paroisse où moi j'ai évolué, à la paroisse du Saint-Esprit qui est le Coco, notre curé de l'époque, le père Paul Durks à l'époque, quand j'ai terminé le CO, parce que dans mon quartier, il n'y avait pas d'humanité, à qui le Coco là-bas. Alors, il est venu me proposer, il me dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire après pour les humanités? Je dis, mais moi, j'ai réfléchi, je ne sais même pas ce que je veux faire parce que je voulais faire la littéraire, mais la littéraire, c'est à Kinzambi. Et là, il faut aller à l'internat. Mes parents n'ont pas l'argent. Et puis, je ne saurais même pas y aller, rester à l'internat. Et il m'a proposé donc d'aller à Salissana. Salissana, c'est un collège de jésuites qui n'avait que la scientifique comme section. Alors, j'ai été faire un test là-bas, j'ai réussi. Et là, on m'a demandé ce que je voulais faire entre maths et bio. Ben, moi, j'ai opté pour la biochimie. Et c'est à Salissane alors que finalement j'ai rencontré des prêtres jésuites qui m'ont beaucoup aidé. Ce sont eux qui ont d'ailleurs payé toute ma scolarité parce que ma maman était déjà décédée et puis mon papa n'avait plus de travail et tout. Donc ce sont les jésuites moi qui m'ont formé, qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé à croire et qui m'ont aidé à valoriser ma situation des personnes avec handicap quoi, et qui m'ont fait comprendre que tout en étant personne avec handicap pouvait être utile à la société. Voilà. Alors je disais tout à l'heure le graduat c'est à l'université de Kikwit, où vous avez un diplôme de graduat avec mention distinction, graduat en droit privé. Ouais. Bon, pourquoi vous qui vouliez devenir journaliste, vous allez maintenant vers le droit plutôt? Ah, ça c'est une longue histoire. Mais d'ailleurs, je dois dire qu'avant de faire le droit, j'avais d'abord fait l'informatique. Hein. J'avais fait je suis de la première promotion de ceux qui avaient fait l'informatique ici. Il y avait un centre au collège Boboto, hein, vers les années 88, 89. À ces mois-là, il n'y avait pas encore beaucoup de C'était parmi les premiers centres, je me rappelle, centres ici. Pour avoir étudié au collège Boboto, évidemment. Oui. Ah oui, ça c'est bien. Vous êtes resté de Boboto, donc ça me fait plaisir. À cette époque-là, l'ICIPA commençait à peine, ça fonctionnait sur Victoire, et il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles qui formaient en informatique. J'avais fait déjà l'informatique, je suis programmeur en informatique, c'est micro-informatique, hein, programmeur comptable. Alors, je suis allé faire le droit suite à une injustice que j'avais connue dans la vie. Hein? Quand j'ai terminé à l'informatique, je suis allé travailler au centre pour personnes avec handicap à Kikwit à l'hôpital, où j'étais informaticien évidemment. Et puis après, j'ai travaillé dans un projet de l'Union européenne, hein, qui était venu s'installer là-bas parce que je connaissais l'informatique et tout. On m'a engagé. J'ai travaillé pendant longtemps et je m'occupais des personnes, je m'occupais de beaucoup de choses. Et suite à une injustice, le fait que on m'avait arrêté. On m'a arrêté, notre chef qui était là, un ingénieur, nous a traîné en justice parce qu'il y avait, moi j'ai géré aussi les dépôts, je m'occupais des personnes, je m'occupais de tout un tas d'histoires. Alors il y a une tronçonneuse qui était perdue dans les dépôts et moi je n'arrivais pas à justifier cela et parce que c'est moi qui avais la clé. Évidemment j'étais le premier suspect. Alors bon, par la suite, Dieu a fait grâce que les enquêtes ont conduit à ce qu'on puisse retrouver la tronçonneuse devant les dépôts enfouis dans un tas d'immondices. Mais à la suite de cela, on nous avait déjà arrêtés, pas condamnés, mais de façon préventive, on nous avait envoyés en prison. Alors le magistrat qui m'avait arrêté, nous avait fait arrêter ce jour-là avec un chauffeur avec qui j'étais, nous a dit tout simplement, José, je t'arrête parce que ton chef m'a demandé de vous arrêter. Ben, j'ai discuté, je dis, mais comment est-ce possible? Donc maintenant, dans ces pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que mon chef vous demande de m'arrêter et vous m'arrêtez. Il me dit, oui, on t'arrête parce que il faut pas que vos chefs de Kinshasa apprennent que votre chef, c'est lui qui avait autorisé que la voiture saute pas. C'est une longue histoire, hein. J'essaie un peu de dépasser ça. Alors là, dans la prison, là, je m'étais un peu révolté. Je me suis dit, mais moi, je suis personne avec handicap, je n'ai pas de parents, je n'ai personne pour m'aider dans la vie. Je dois apprendre à me défendre et à défendre les autres. Et je dois vous dire en passant que c'est là en prison que j'ai reçu Jésus comme c'est le sauveur, parce qu'il y a des gens qui étaient venus pour prêcher la parole là-bas. Alors, en sortant de la prison, je m'étais dit, il fallait absolument que je fasse les droits.
C'est comme ça que, bon, il y avait à l'université. Pour vous défendre et défendre pour me les défendre autres. et surtout défendre tous ceux qui étaient victimes des injustices, comme celles que moi j'avais subies. Voilà ce qui m'avait poussé à faire les droits là-bas, et puis j'ai commencé à travailler. Alors, le graduat, c'est à Kikwit, mais la licence, c'est ici à Kinshasa, à l'ULK. À l'ULK. Comment vous passez de Kikwit à Kinshasa? Ben, de Kikwit à Kinshasa, il s'est fait que quand j'avais déjà terminé, non, quand j'étais encore en 3 secondes, je crois, il y a un projet de l'Union européenne qui c'était, non, de la CTB, ce qui est actuel Enabel, qui s'était installé à Kikwit, et on m'avait engagé là-bas. J'ai travaillé pendant longtemps à Enabel. J'étais comme secrétaire administratif, chargé de marché public et tout le reste. Et en 2010, on m'a muté de Kikwit pour Kinshasa, parce que le projet où j'étais à Kikwit avait fermé. Je devais m'installer à Kinshasa et j'en ai profité pour étudier à ULK. ULK, la licence en fonction de l'après-midi, et pendant ce temps-là, je pouvais donc passer l'avant-midi au boulot et l'après-midi aller sur le cours, et voilà comment j'ai terminé à l'ULK. Alors, du droit privé au droit public international, pourquoi ce décalage? Ben, décalage parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... D'abord, j'étais dans un organisme international, hein, et j'aime toujours les rapports entre les organismes internationaux, les rapports entre les États et tout le reste. Ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Et c'est pour ça que j'avais opté pour faire ça. Et voilà, j'ai fait le droit public international. Donc, alors, pendant ce temps, j'avais déjà prêté serment comme défenseur judiciaire. Et je pouvais déjà plaider aussi. J'avais le droit donc de défendre des gens. Et mais voilà, quand j'ai maintenant fini la licence, j'ai prêté serment comme avocat. Alors, je l'ai dit, vous êtes avocat au barreau du Grand Bandundu. Comment ça se passe pour vous, pour une personne vivant avec handicap? On sait que nous avons dans ce pays des infrastructures qui ne sont pas adaptées aux personnes vivant avec handicap. Comment ça se passe? Le regard des juges, le regard de la personne que vous défendez, comment tout ça se passe? Non, bien au contraire. Moi, je dois vous dire que la profession d'avocat m'a encore plus requinqué dans ma façon d'apercevoir la question du handicap. Hein. Parce que quand je vois, quand vous présentez comme personne vivant avec handicap, dans un premier temps, d'abord, moi, c'est ce que je remarque auprès des gens autres, ça suscite comme beaucoup de respect. Hein. Quand ils vous regardent, je me dis qu'ils se rendent compte de tous les défis que vous avez dû surmonter pour en arriver là. Donc, quand vous êtes évidemment en face d'injusticiables, la difficulté que nous avons, c'est souvent avec la partie adverse. La partie adverse cherchera toujours à vous dénigrer. Hein, en pensant que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas à la hauteur, tout, et parfois certains clients paraissent d'abord hésitants. Mais après, quand vous êtes alors sur le terrain, où vous devez parler droit, où vous devez vous défendre maintenant, ils découvrent que les handicaps n'ont rien à voir avec les cerveaux. Hein. Être avocat, c'est d'abord votre cerveau qui travaille, c'est votre intelligence. Nous exploitons les mêmes textes, nous lisons les mêmes ouvrages, nous parlons le même français, donc il n'y a pratiquement pas de secret. Non, je crois que du côté du barreau, vraiment, ça marche. Ça marche, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'amis nous respectent, beaucoup de collègues nous respectent, et même à certains adversaires, même quand vous l'acquillez trop, et à la fin, ils viennent vous saluer toujours, et puis voilà, ça marche. Et il y a des procès que vous avez remportés? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup que j'ai remporté. Depuis que je suis dans la profession, j'en ai remporté plusieurs. Et ce qui me flatte surtout, parfois, j'ai des clients, même à l'international, qui me contactent, aux États-Unis, en Italie, en France, qui vous confient certains dossiers ici, et voilà. Vous les défendez avec brio et vous remportez. Alors, en termes d'expérience professionnelle, de juillet 2002 à mai 2011, vous êtes assistant administratif, secrétaire comptable et caissier dans plusieurs projets de la CTB avec principale tâche le suivi administratif de tous les dossiers. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. De mai 2011 à septembre 2011, vous êtes expert marché public à la cellule marché public de la CTB RDC avec plusieurs tâches. Hein. De septembre 2011 à mai 2015, vous êtes expert marché public à l'agence belge de développement projet UCAG Minagri avec beaucoup de tâches également. Et dans cette suite-là, je dirais même de 2015 à fin juin 2018, vous êtes responsable de la cellule marché public au programme Enabel Prodadec dans la province du Kwilu avec plusieurs tâches également.
quand on suit votre parcours professionnel, visiblement, vous n'avez travaillé que dans les organismes internationaux. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé dans les organismes internationaux. Avant cela, j'avais d'abord travaillé dans un projet de l'Union européenne, comme je vous ai dit là. Quand j'ai commencé mon travail, je travaille pour les comptes de ces projets de l'Union européenne. C'est une grâce, je dois dire aussi. J'ai travaillé plus dans les organismes internationaux. Ça m'a formé dans le sens de la rigueur, le sérieux dans le travail, la ponctualité, avoir plus les regards sur les détails aussi. Surtout aussi, ça m'a aidé à ne pas avoir de complexes devant les gens. Ben, je dois dire aussi que pendant tout ce temps que je travaillais dans ces organismes, j'avais fait ce qu'on appelle omission du tableau, c'est-à-dire que je ne prestais plus comme avocat parce que normalement, quand vous êtes sous contrat, c'était incompatible. Oui, c'est incompatible. Donc à ce moment-là, j'avais mis entre parenthèses ma profession d'avocat que j'ai réintégré après que j'ai quitté tous les organismes. Mais l'expérience dans les organismes internationaux m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle et dans ma façon d'organiser même mon cabinet, dans ma façon de me présenter, de me valoriser, dans la célérité qu'il faut mettre dans le traitement des dossiers des clients, les sérieux qu'il faut y mettre et puis voilà. C'est comme ça que nous avançons. Mais c'était en tout cas une expérience très, très enrichissante. Alors, vous évoquez quelques atouts, quelques éléments que vous avez pu engranger comme avantage dans les organismes internationaux. Mais là-bas, pour vous, en tant que personne vivant avec handicap, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de respect? Il y a eu un autre regard? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de considération, par exemple? Ouais, je dois dire que dans les organismes internationaux où je suis passé, on m'a toujours respecté. Je dois dire que même dans un organisme international, j'étais même un syndicaliste. On discutait beaucoup avec l'employeur. Non, ça m'a valorisé. J'ai trouvé des collègues et même ceux qui venaient en expatriation, ils ont un autre regard, c'est les personnes avec handicap par rapport à ce que nous avons ici aussi au pays. Là, on vous respecte beaucoup en tout cas. Je me souviens même que dans les organismes internationaux où j'ai travaillé, il y a une dame que j'avais connue qui avait voulu assez qu'on puisse même mettre une espèce d'ascenseur uniquement pour moi, pour vous. Parce que il fallait suivre des marches pour accéder à l'étage. C'est moi-même qui ai refusé. Je lui ai dit non, moi j'aime pas trop qu'on fasse très attention à moi parce que quelque part comme si ça me diminue un peu, ça donne un aveu de faiblesse. Oui, c'est comme si vous devenez un peu trop dépendant des gens, chercher à ce que les gens fassent tout attention. J'ai dit non, laissez tomber. J'ai montré chaque fois ces escaliers et j'arriverai. Et voilà, c'est comme ça que j'ai marché. Non, j'ai pas toujours voulu que parfois on change toute une structure d'un bâtiment tout simplement pour moi et pourtant la dame là tenait vraiment à ça. Il y avait l'argent. Moi j'ai dit non, laissez-moi, je vais prendre les escaliers tous les jours et j'y arriverai. Et j'ai travaillé là-bas pendant 4-5 ans et il y avait pas de problème. Non, en tout cas, on vous respecte. Et ce qu'il faut dans les organismes internationaux, c'est les sérieux que vous mettez dans votre travail. Défendez-vous bien, présentez votre travail à temps, soyez à la hauteur comme tout le monde. Parce que là, c'est le monde de la compétition, c'est les résultats. Il faut produire les résultats. Et si vous produisez les résultats et que les gens sont contents de vous, fiers de ce que vous faites, ça avance. Et je dois dire aussi que ça, Papa Alain, ça m'a beaucoup aidé aussi. Je vous dirai ça par la suite, dans l'organisation de notre école que nous faisons fonctionner. On y arrivera. On y arrivera, oui. Donc, je dois dire que l'expérience que j'ai engrangée dans ces domaines-là, dans les milliers des organismes internationaux, m'a beaucoup aidé dans la suite, tant comme avocat que comme promoteur d'école ou manager dans plusieurs organismes. Si vous venez de prendre cette émission en cours de route, sachez que Grand Témoin reçoit aujourd'hui Maître José Zoubi Yemwenyi. Il est personne vivant avec handicap moteur à la suite de la poliomyélite. Il est avocat près la cour d'appel du Grand Bandundu, coordonnateur de l'ONGD Action pour la promotion et le développement des individus vulnérables et président national de la Dynamique nationale pour la défense et la promotion des droits des handicapés physiques et autres groupes vulnérables. Alors, Maître José Zoubi, avant qu'on aille plus loin, vous êtes marié et père de 5 enfants. Ouais. Dites-nous un peu comment vous avez rencontré votre épouse. Ah oui, ma charmante épouse, que je salue en passant, Madame Cécile. Nous la saluons, Maman Cécile. Cécile Kingula, oui. Zoubi maintenant. Non, c'est une sœur que moi j'avais connue à l'église. Là, je l'ai rencontrée suite à un événement que j'avais connu aussi dans le passé. J'avais perdu ma première épouse et puis je l'ai approchée, elle. Elle connaissait déjà mon passé aussi. Elle savait que j'étais un frère sérieux. Je le suis toujours. Elle vous a accepté facilement?
très facilement. Bon, pas très facilement dans ce sens que, comme toujours, les femmes, elles disent toujours, non, laisse-moi le temps un peu d'aller réfléchir. De prier. De prier, de consulter encore les seigneurs. Bon, voilà. C'est juste le temps qu'elles mettent à profit pour aller se renseigner un peu davantage sur vous. Alors, voilà. Après, elle m'a répondu, non, elle m'a pas beaucoup compliqué la vie, mais avec elle, nous avons eu 5 merveilleux enfants. On vit bien avec elle. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup soutenu. Elle croit en moi, elle a confiance en moi. Non, en tout cas, dans ma vie, tant professionnelle, spirituelle que dans la vie courante, elle m'aide pour beaucoup, en tout cas. Et dans les coulisses, vous me disiez tout à l'heure que c'était votre garde du corps. Garde corps dans ce sens que c'est elle qui veille toujours, surtout elle veut pas que je pose le béquille à un endroit qui peut glisser. Quand je dois monter les escaliers, c'est elle qui précède toujours. Quand je suis avec elle, évidemment, parce que parfois je voyage beaucoup, elle n'est pas là, mais quand je suis avec elle, elle veille toujours à ce que tout se passe bien, que je ne puisse pas trébucher, tout, vous voyez. Mais sinon, elle me respecte. Mais elle sait aussi que moi, je n'aime pas trop qu'on fasse très attention à moi. Hein. C'est comme si vous me diminuez. Il faut vous laisser faire vos efforts vous-même. Vous levez avec un peu de difficultés, vous y arrivez, vous êtes habitué. Il peut arriver que j'église, que je tombe. Bah, je dis aux gens, vous n'avez même à l'école, je vous en parlerai tout à l'heure. Je dis aux enfants, vous n'avez pas à vous gêner s'il arrivait que j'ai glissé devant vous et que je tombais. Vous n'avez même pas à vous excuser pour avoir été là. Mais c'est pas grave. Hein? Il y a des gens, papa, qui sont bien payés aujourd'hui parce qu'ils tombent tout simplement. Les Ronaldo, les Messi et tous les autres. Sur les terrains de football, ils tombent combien de fois? Alors, et moi, si je tombe, on n'a pas à s'excuser pour autant. Non, écoutez, ça arrive, non? Qu'une béquille glisse, que vous fassiez un faux pas, voilà, vous vous relevez, vous partez. Ce qu'il faut éviter, c'est de connaître encore une fracture, de connaître un qui risque d'aggraver votre situation. Mais sinon, bon, voilà. Avec elle, ça va. Alors, elle m'accompagne bien. Quel est le regard que vos enfants ont sur vous? En tout cas, jusqu'à présent, je crois que mes enfants sont très fiers de moi. Ils sont très fiers de moi, ils me prennent pour un modèle. Et j'ai fait de mon mieux pour qu'ils soient fiers de moi, ces enfants-là. Je ne les ai jamais entendus. Ben, moi, je suis premier toujours, même à mes enfants de l'école, à leur parler de mon handicap à moi. Parce qu'ils ne m'ont jamais entendu me plaindre d'abord de mon handicap ou m'excuser, parce que je crois que avoir un handicap sur soi ne vous dévalorise en rien du tout. Hein? C'est une situation de la vie qui est arrivée, que vous puissiez avoir des béquilles, mais par après, bon, les enfants savent que j'essaie de faire ce que tout parent peut faire. Je les ai placés dans des bonnes écoles. Mon fils aîné vient de terminer à l'ICC. Il travaille maintenant dans une grande banque de la place ici. Celle qui a suivi termine cette année à l'ISTEM. Et les autres, les petits, sont aussi... Non, ils savent que nous faisons de notre mieux pour qu'ils aient une bonne éducation. Je leur ai montré la voie du Seigneur. Bon voilà, ils sont en tout cas mes enfants. Jusque-là, je les ai jamais à se plaindre. Et moi, j'ai toujours dit même à mes amis personnes avec handicap, il faut éviter à ce que nos enfants puissent prendre notre handicap comme prétexte pour dire que, et c'est d'ailleurs ça qui a poussé que nous puissions créer cette école dont nous allons parler dans quelques minutes. Oui. Vous parlez beaucoup. J'ai dit toujours. Allez-y, terminez. Ouais, j'ai dit toujours à mes amis, à personnes avec handicap, il faut pas que nos enfants puissent un jour dire que si j'ai échoué dans la vie, c'est parce que j'ai eu les parents qui étaient personnes avec handicap. J'ai eu les malheurs de naître dans une famille où j'ai mon papa, personne avec handicap. Voilà pourquoi je suis devenu ce que je suis. Je n'ai pas étudié, j'ai pas fait. Non. Moi, j'ai toujours fait en sorte que mes enfants, qu'un jour, même quand nous ne serons plus là, qu'ils se disent, nous avons eu la grâce d'avoir... Qu'ils soient fiers de vous. Oui, ces papas-là, oui, nous avons eu comme père, et qui ne rougissent pas en tout cas devant les gens. Voilà. Alors, nous allons revenir sur votre expérience professionnelle avec d'autres activités, évidemment. De 90 à 94, vous êtes chargé du personnel et secrétaire au projet APEC de l'Union européenne. On en a parlé tout à l'heure. De 96 à 2003, vous êtes journaliste à la radio Tomisa. Dites-nous un mot sur ça. C'est au diocèse de Kikwit, à Kikwit même. Ah oui, beaucoup de gens qui me connaissent de Kikwit connaissent la casquette de journaliste. En fait, ça c'est une grande expérience. Depuis le collège, à Salissane où j'ai étudié, vous savez, chez les enfants, au collège de Jésus, je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui, mais on a l'habitude de ce que l'on appelait une revue des élèves. Hein? Alors, pour nous, les élèves de Salissane, nous avions une revue qu'on appelait Songana. Songana, c'est-à-dire communiquer, hein, c'est-à-dire montrer aux autres. Alors, quand moi j'étais au collège, j'étais le rédacteur en chef de cette revue-là.
la revue pour élèves. Qu'est-ce qu'on fait à la fin ou pendant l'année? Certains enfants, au moins de chaque classe, ils doivent écrire certains articles, par exemple des poèmes, ils peuvent raconter un récit de vacances, un truc pareil, alors que vous allez publier dans votre revue là. Et à l'époque, il n'y avait pas encore des radios en FM comme ça aussi. Suivre les infos, c'était difficile. Et il y avait la radio Africa numéro 1 qui arrosait presque... En ondes courtes même, je pense. En ondes courtes, oui, effectivement. Alors, au collège là-bas, les prêtres nous avaient donné une radio. Nous étions une équipe de 5-6 personnes, mes amis comme Erika Tundu, que j'ai salué en passant, qui est maintenant en France, Iggy Kifumbi, qui est au Canada, et quelques amis encore, Yvette Mwanza. Alors, on était dans cette équipe-là. Nous étions chargés de suivre les informations à la radio, faire les résumés et publier cela sur le valve de l'école pour que tous les enfants viennent lire et savoir ce qui se passe tant au pays qu'à travers dans le monde. Alors, là, c'est moi qui étais le rédacteur en chef. Et c'est fait qu'en 96, quand le diocèse de Kikwit a eu l'idée de créer la radio, c'était à la suite de l'épidémie de l'Ebola, parce que l'Ebola s'est vu là-bas avec 94. Et le prêtre qui était chargé de cette émission-là, c'était le père Isabala, c'était un père jésuite. Un père jésuite, que je salue en passant, il est en Espagne maintenant. Et il m'avait connu déjà depuis le collège, que je m'occupais bien de la presse du collège. Et bon, quand ils ont installé la radio, je suis venu le voir. Et puis, il m'a dit, Zubi, tu es encore ici? Oui. Alors, il m'a dit, bon, tu peux venir, on va travailler ensemble. Et là, nous avons commencé ensemble avec des gens comme le Marius Muunga, que vous connaissez sûrement. Beaucoup d'autres amis avec lesquels nous avons travaillé. C'est nous qui avons donc lancé la radio Tomisa à Kikwit, qui est la première radio de la ville de Kikwit et la radio la plus suivie et qui traverse aujourd'hui, je crois, c'est 25 ou 26e année d'existence. Donc, et ça, c'est un métier que, au fait, Dieu m'a aidé à retrouver ce que j'ai cherché dans les temps. Dans le temps. Ouais. Et là, je m'occupais du desk politique. J'aime beaucoup, je posais des questions comme vous là-bas. Dialogue entre Congolais et tout. Je suis ça tous les soirs. Et puis parfois, bon, je m'amène aussi nos politiciens qui viennent qui quittent. Non, ça marche quand même bien. J'aime beaucoup la radio. Et ça m'a aidé quand même aussi à garder le contact avec le public, à être un peu populaire aussi dans notre milieu là-bas. Et c'est comme vous verrez ça par la suite. Ça m'a aidé à postuler aussi, et à m'approcher un peu plus des politiciens, à les connaître et à voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils nous malmènent aussi dans la vie un peu. Pour corriger toutes ces injustices aussi, parfois, nous voulons nous la société. Et donc, bonjour, chers confrères. Ben, tu n'as pas tort de dire ça. Je suis confrère dans un sens, oui. J'ai plusieurs casquettes, donc on sait quand je suis comme journaliste. Oui. Voilà. Et donc, de 2003 à 2017, vous êtes défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kikwit. Ouais. De 2017 à ce jour, vous êtes avocat près la cour d'appel du Grand Bandundu. De 2011 à ce jour, vous êtes coordonnateur de l'ONGD, Action pour la promotion et le développement des individus vulnérables APDIV. Depuis 97 à ce jour, vous êtes membre et fondateur de plusieurs groupes de défense et de promotion des droits de l'homme, surtout des groupes vulnérables. De 2017 à ce jour, vous êtes promoteur et dirigeant du complexe scolaire bilingue chrétien La Grâce. On y arrive enfin. Pourquoi avoir pensé à investir dans une école et pas dans autre chose? Et là, j'ajoute tout de suite, pas une école comme les autres écoles. Exactement. Quelles sont les particularités de cette école? Voilà. Le complexe scolaire La Grâce, c'est une école que nous avons créée quand j'étais encore à Kikwit, dans le cadre du projet toujours de la CTB, comme je vous ai dit. Alors, en 2017, bon, avant d'abord de quitter Kikwit en 2010 définitivement, j'étais le président urbain de l'association des personnes avec handicap de Kikwit, et du Grand Bandundu. Alors, je voyais les difficultés que nos amis éprouvaient pour faire étudier leurs enfants dans des bonnes écoles. Parfois, on met les enfants tout simplement dans des écoles qui ne sont pas très bien réputées, où les enfants font semblant d'étudier, qu'ils passent des classes, alors que dans la tête, ils n'ont rien du tout. J'ai vu aussi que mes amis personnes avec handicap, pour la plupart, étaient déjà âgés. Ils avaient des enfants, parce qu'elles-mêmes ne pouvaient plus étudier maintenant, mais ils avaient beaucoup d'enfants, parce que je dois vous dire que les handicapés physiques font beaucoup d'enfants aussi, parfois. Alors, j'ai senti ces besoins-là, dans ces milieux-là. Avant cela, d'abord, j'avais créé un centre de formation en informatique
pour personnes avec handicap. De 2002 en 2000, après les dialogues intercongolais là, nous avions créé ces centres-là qui avaient aidé les personnes avec handicap à apprendre à manier l'ordinateur. Et beaucoup parmi eux avaient été engagés à la CENI comme opérateurs de saisie. Ah bon? Donc, oui, beaucoup en tout cas avaient été engagés. D'autres sont restés d'ailleurs dans les circuits de la CENI comme opérateurs de saisie. Grâce à cette formation gratuite que nous leur avions donnée à notre centre de formation informatique à Kikwit. Nous avions bénéficié d'un appui de BCECO à l'époque grâce à un projet que nous avions fait aussi. Bon, j'ai vu que les parents certains avaient appris l'informatique. Ils pouvaient travailler, ils pouvaient créer également des petites bureautiques à côté et gagner un peu leur vie. Mais les enfants, il n'y avait pas vraiment un avenir pour eux. C'est comme ça que j'ai pensé créer une école qui pouvait récupérer les enfants des personnes vivant avec handicap pour leur donner un bon cadre, ils peuvent étudier. Mais en plus pour faire étudier également, dans de bonnes conditions, les enfants qui sont personnes vivant avec handicap à Kikwit, parce qu'ils sont nombreux. Nous avons créé ça pour d'abord, tout à l'heure, je vous ai dit que moi, j'ai connu beaucoup de problèmes, des amis parfois qui vous dénigraient, qui vous attaquaient, qui vous humiliaient quand vous étudiez. Pas tous, mais certains. Qui vous stigmatisent. Qui vous stigmatisent, qui vous font croire que vous ne valez rien du tout. Même, je dois vous dire en passant qu'un jour, un ami m'a dit que toi, ça te servira à rien, même si tu es premier de classe. À quoi ça te servira d'obtenir un diplôme? Qu'est-ce que tu en feras? Qu'est-ce que tu en feras? Où est-ce que tu vas aller avec? Et là, nous étions au collège, hein. Et cet ami-là me dit, mais laisse-nous, nous autres, nous pouvons terminer les études ici au collège. Il y en a qui iront à l'ISTA, il y en a qui iront à l'IBTP. Toi, tu vas aller où? Et puis, il y en a qui vont faire, surtout vous qui faites la biochimie, là, vous allez faire la médecine. Toi, est-ce que tu as déjà vu un médecin handicapé physique? Comment tu vas tenir la bistouri et tout? Donc, on vous fait croire que vous ne valez rien du tout parce que vous êtes personne avec handicap. Mais par contre, il y a quand même des amis aussi qui m'ont encouragé au collège. Donc, je ne dois pas dire que tout c'était mauvais. Alors, moi, j'ai créé cette école-là pour mettre les enfants vivant avec handicap et les enfants valides dans un environnement tel qu'ils peuvent bien se côtoyer, qu'ils peuvent bien s'accepter. Quand un enfant vivant avec handicap évolue dans cette école-là, quand il reçoit peut-être des critiques, au lieu de se décourager, parce que moi, à plusieurs reprises, j'ai failli aussi abandonner les études à cause des critiques, mais quand il me voit, qu'ils aient du courage en disant, je peux réussir aussi dans la vie. S'il y est arrivé, je peux y arriver. Je peux y arriver. Et j'ai dit aussi aux parents, parce que chez nous, je dois vous dire qu'à l'époque, même les parents pensaient qu'avoir un handicap sur soi, c'est être un bon à rien, être condamné à la mendicité, à la pauvreté dans la vie. J'ai dit à ces parents qui ont des enfants personnes avec handicap, si moi je suis arrivé là où je suis aujourd'hui à être avocat, votre enfant aussi peut réussir dans la vie. Si nous sommes devenus quand même une référence aussi, même dans nos familles à nous, votre enfant aussi peut vous aider dans la vie. Donc, ne les rejetez pas. Parce que vous savez, ce qui arrive chez nous, c'est quoi? Entre un enfant valide et un enfant handicapé physique, si on demande les frais scolaires, on va les parents privilégier d'abord les valides, celui qui est valide. Que la personne avec handicap, parce qu'on dit, mais à quoi il va servir? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Voilà pourquoi nous avons créé cette école-là, pour d'abord que nous puissions montrer aux parents qu'il y a toujours un avenir pour votre enfant, même si c'est personne avec handicap, votre enfant peut réussir, votre enfant peut être utile à la société. Et pour dire également à eux-mêmes, enfants avec handicap, que vous pouvez réussir parce que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes utiles, et pour aider également les valides à ne pas stigmatiser leurs amis, à les accepter. Et d'ailleurs, comme nous disons à tout le monde, aujourd'hui, sont eux qui sont personnes avec handicap. Mais vous qui êtes valide aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Donc, acceptez les autres. Et c'est ce que nous appelons maintenant inclusion sociale. C'est-à-dire, nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, nous nous acceptons malgré nos différences. Et vous avez à peu près combien d'élèves aujourd'hui? Cette année, nous avons commencé avec quelque chose comme 300 élèves. Bon, je dois dire que là, nous travaillons avec les enfants vivant avec handicap et les enfants valides. Il y a les enfants des personnes avec handicap et les enfants des valides. Ce sont les enfants des valides qui payent, parce que les autres enfants là ne payent rien du tout. Les enfants des handicapés ne payent rien. Les enfants vivant avec handicap ne payent rien du tout. Et ce sont les enfants des valides qui payent. Et je dois dire, je dois profiter de ces micros que vous m'offrez pour dire un grand merci à tous ces parents qui nous font confiance. Grâce aux petits frais que ces parents-là valides payent à l'école, ce qui fait que nous puissions payer les enseignants et que nous puissions également faire fonctionner l'école. Je dois également remercier et féliciter tous les corps enseignants qui est avec moi, qui fait un travail de qualité, et ce qui fait que l'école est bien réputée dans la ville de Kikwit, et beaucoup de parents nous amènent leurs enfants parce que dans cette école-là, on apprend aux enfants l'anglais à partir de la maternelle.
et les enfants apprennent l'informatique à partir de 3e primaire. Ce qui fait que nous sommes quand même bien cotés dans les milieux là-bas. Les parents nous font confiance. Ils inscrivent leurs enfants là-bas et ça évolue. Et qu'est-ce qu'on peut considérer comme difficultés que vous rencontrez dans le fonctionnement quotidien de cette école? La grande difficulté, c'est d'abord la paie des enseignants. Parce qu'il arrive des mois où vous ne parvenez pas à réunir les moyens nécessaires pour les payer. Si les parents, les quelques parents de valides n'ont pas payé, vous avez également du mal pour soutenir les enseignants. L'autre difficulté, sont les infrastructures que nous avons. Nous avons construit 2 ou 3 petits bâtiments, mais nous voulons également aller en hauteur parce que notre parcelle est assez petite, là où nous sommes. Ça nous manque aussi. Nous avons, surtout parmi nous aussi, les enfants SS. Et ces enfants-là, parfois, ils tombent malades pendant les cours comme ça. Nous avons besoin d'avoir un petit dispensaire à côté pour qu'on les administre les premiers soins d'abord dès qu'ils tombent malades. Je vous ai parlé aussi de cours d'informatique que nous donnons aux enfants. Nous avons besoin d'avoir un atelier informatique avec suffisamment d'ordinateurs. Pour le moment, nous en avons quelques-uns seulement que nous faisons fonctionner à l'école. Quelques défis, oui. Alors peut-être qu'en suivant cette émission, il y a une personne ou des personnes de bonne volonté qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, un numéro de contact par exemple. Ouais, s'il y en a qui veulent nous contacter, ils peuvent toujours nous écrire d'abord même par WhatsApp 081 065 0111 081 065 0111 ou alors 09 90 60 24 54 09 90 60 24 54 et nous avons aussi une adresse email, c'est josezoubi2013 en un mot, josezoubi2013 en un mot @gmail.com, José sans accent, Zoubi attaché tout ça 2013 @gmail.com. Donc s'il y en a qui peuvent nous contacter par cette mail là, ils nous auront atteint facilement. Alors, notre émission est en train de tendre lentement mais sûrement vers sa fin. De 2018 à ce jour, vous êtes président national de la Dynamique nationale pour la défense et la promotion des droits des handicapés physiques et autres groupes vulnérables. Maître José Zoubi, vous êtes également, depuis 2024, expert et consultant sur la question du handicap au cabinet de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. C'est déjà une chance que nous puissions avoir tout un ministère consacré aux personnes vivant avec handicap. Mais qu'est-ce que vous dites de toutes ces personnes que nous voyons, par exemple ici à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin, des personnes aveugles, comme on les appelle couramment, avec des enfants qui mendient le jour, la nuit, des personnes vivant avec handicap qui ne sont là que pour mendier. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre du ministère, vous en tant qu'expert, et pour les aider, quel est le message que vous leur adressez? Bon, le message que nous leur adressons d'abord, c'est que mendier dans la rue, c'est rabaissant. Pas seulement pour eux, mais pour nous tous aussi. Quand nous passons dans la rue, même sur le boulevard, quand nous voyons ces frères et sœurs là, ça nous rabaisse. Et c'est une question qui touche beaucoup notre ministre même, son Excellence, Madame Irène Sambo. Je dois vous dire que dans quelques jours, on attend seulement la publication d'un arrêté qui va consacrer les recrutements de plus de 2000 personnes avec handicap qui vont intégrer la fonction publique. Parmi ces gens-là, il y a les handicapés physiques de toutes catégories. Il y a les aveugles, il y a les sourds, il y a les albinos, il y a les nains, il y a nous, les personnes avec handicap avec moteur, qui vont être engagés à la fonction publique. Tout ça avec la pensée sur recommandation du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, notre ministre est en train de tout faire au niveau du ministère pour que les personnes avec handicap ne restent plus dans la rue. Mais il faut comprendre que ces ministères-là n'ont que, je crois, quelques années d'existence. Les défis sont énormes. Maintenant, il faut plutôt parler de la loi numéro 022/003 du 3 mai 2022 qui a été promulguée par le président de la République et qui parle de la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Là, on parle même des centres de formation qui vont être créés dans ces pays.
Dans les jours à venir, vous verrez, il y a un fonds national pour l'accessibilité des personnes avec handicap qui a été institué dans notre pays, qui déjà, le DG a déjà été nommé, et bientôt ça va être là pour appuyer les initiatives des personnes avec handicap. Mais au-delà de tout ça, Papa Alain, il faut savoir qu'il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre Sama Lukonde, qui oblige maintenant les gouvernements congolais à avoir dans ses effectifs au moins 5% des personnes vivant avec handicap dans tous les services de l'État. Et tous les privés qui œuvrent maintenant en RDC, ils ont l'obligation d'engager au moins 3% dans les effectifs des personnes vivant avec handicap. Tout ça, c'est pour résorber la question du chômage qui gangrène les millions de personnes vivant avec handicap. Quand tout le monde aura trouvé un petit travail, je crois que cette question de la mendicité va s'arrêter. Mais il faut dire aussi à tous nos personnes avec handicap que nous tous ne serons pas engagés. Ce qu'il faut, c'est peut-être créer certains petits projets, ceux qui ont des ateliers, ceux qui ont des structures qui puissent leur permettre de gagner leur pain, trouveront des structures pour les appuyer, notamment le fonds dont je vous ai parlé là. Et il y a encore d'autres organismes. Hier, j'étais à une réunion là où son Excellence a reçu l'ambassadeur du Japon qui est venu pour voir les Sénafi, et ces ateliers-là pourront être financés par l'ambassade du Japon et d'autres partenaires qui sont encore aussi, qui frappent à la porte de ces ministères pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leur aide aux structures des personnes avec handicap. Donc, organisons-nous là où nous sommes, même à l'intérieur ou ici à Kinshasa. Ne volions pas en électron libre, mettons-nous ensemble, organisons-nous, voyons qu'est-ce que nous pouvons faire, mais bannissons la mendicité. La mendicité, ça ne vous valorise pas. Le problème, c'est que ces amis-là, il y en a qui en ont fait leur fonds de commerce. Il y en a qui, même si vous leur donnez $1000 aujourd'hui, Papa Alain, le lendemain matin, tu le verras encore le long de la route. Et ça, c'est humiliant pour nous, qu'ils voient comment ils peuvent nous approcher les structures des personnes avec handicap, et chacun trouvera son compte dans les jours à venir. Il faut dire que la ministre des Personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo, elle-même est personne vivant avec handicap aussi. Avocate, juriste, de profession et de formation. Profession, et qui a longtemps travaillé ici dans les mouvements associatifs des personnes avec handicap, qui a longtemps lutté, même cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État. On a commencé à lutter depuis longtemps avec certains organismes, des amis comme le Martin, le Sambila, les Valentin Chitenge, beaucoup de gens, les Dominique Ngalamouloumé, tous ces amis-là avec qui on a lutté pour soutenir cette loi qui ne passait pas, mais il a fallu leur attendre que nous puissions avoir une personne vivant avec handicap et surtout la création de ces ministères pour que notre loi là puisse passer. Et cette loi-là, c'est vraiment la base légale de tout ce qui va vraiment déclencher le processus de développement dans les milieux personnes avec handicap en RDC. Maître José Zoubi, ce n'est pas en une heure qu'on peut résumer votre vie. Vraiment en passant, hein, vous avez été candidat à la députation nationale en 2006, 2011, 2023 candidat à la députation provinciale. Ouais. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé des personnes vivant avec handicap, mais pour terminer, quel est le message que vous adressez aux personnes valides? Le message que moi j'adresserai aux personnes valides, je l'ai toujours dit partout où nous sommes passés, nous ne sollicitons pas la pitié. Nous n'avons pas besoin de la pitié des gens, nous n'avons pas besoin des gens qui s'apitoient sur nous, qui s'alarment sur notre sort. Mais tout ce que nous demandons aux autres, c'est de savoir respecter, de traiter les personnes avec handicap comme étant leurs semblables. Avec respect. Avec respect, avec dignité. Et savoir que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est nous qui sommes personnes avec handicap, mais demain, ça peut vous arriver aussi. À la suite d'un accident, d'un AVC, de quelque chose comme ça, vous pouvez également venir nous rejoindre, nous. Donc, ça nous avons entendu parfois auprès de certains décideurs politiques quand vous allez leur poser des problèmes, personnes avec handicap, et même lors de la loi électorale, parce que maintenant nous allons également focaliser toute notre lutte autour de la loi électorale, parce qu'il va falloir que la personne avec handicap se retrouve là où les décisions se prennent conformément à l'article 49 de notre Constitution. Ce que nous disons aux personnes vivant, aux personnes valides, c'est de savoir respecter les personnes vivant avec handicap, de les considérer comme leurs semblables, de savoir que ces personnes ont quelque chose à apporter dans notre pays, dans le développement de ces pays, et que ces pays, nous représentons 13% de la population. Donc, en RDC, vous avez 13% de la population qui est considérée personne avec handicap. On ne doit pas tenir cette catégorie-là
en marge. On doit la considérer et maintenant qu'il y a ces décrets qui doivent être respectés, qu'on engage les personnes vivant avec handicap dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées. Et ça sera une façon tout simplement de les aider à être également des hommes qui apportent quelque chose. Nous avons des potentialités, nous avons des capacités et les personnes avec handicap sont là tout simplement pour ne pas venir mendier, mais plutôt pour essayer de vivre de leurs propres efforts, de la sueur de leur fond, comme le dit la Bible. Maître José Zoubi, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin. C'est moi qui vous remercie, Papa Alain, pour cette opportunité que vous nous avez accordée de nous adresser à vos millions d'auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse également la Radio Okapi. Merci, Papa Alain. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et coordination Alain Roux-Mouchige. À la technique Paul Badianyama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiookapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.